Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, on accueille Maurice Lugassi, qui est enseignant, mais qui est surtout coordinateur régional pour le mémorial de la Shoah pour tout le sud de la France, et qui vient aujourd'hui nous présenter son livre L'armée juive, une résistance française, qui est publié aux éditions Privat, et qui a l'habitude d'être ici, souvent des fois pour animer, qui aujourd'hui est de l'autre côté. Et donc je voudrais commencer, en fait, dans votre présentation, vous dites quelque chose qui m'a paru vrai, mais je suis moins spécialiste, mais que c'est un phénomène, la résistance juive, qui est un peu moins connu. C'est vrai qu'on connaît pas mal les frontières, partisans, etc. Et est-ce qu'on peut un peu expliquer ce trou dans l'historiographie qui fait que c'est un sujet un peu moins peut-être étudié ou mis en valeur, je ne sais pas Ouais, comment. merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Hélène et Christian d'Ombre Blanche et puis les éditions Privat parce que c'est le deuxième ouvrage avec eux et c'est une jolie petite équipe, c'est une petite équipe avec laquelle on se sent bien et c'est pour cela que ce livre, il m'a été, j'en parle depuis longtemps, il m'a été réclamé par plusieurs éditeurs, mais je préférais rester avec Privat. Voilà. Oui, parce que ce livre, il intéresse, parce qu'effectivement, c'est une partie totalement oubliée de l'historiographie de la Seconde Guerre, et en particulier l'historiographie de la Résistance. Il y a au moins deux éléments totalement oubliés, les Juifs et les femmes. Et j'essaie comme je peux, de réparer un peu des deux. Beaucoup de très belles héroïnes, de très grandes héroïnes dans ce livre. Alors pourquoi ? Parce que, ça on le sait, il y a un roman national qui s'écrit après la guerre, il y a l'idée d'une résistance, cette résistance qui va mettre le gaullisme et un peu moins le communisme enfin avec les FTP-MOI, mais malgré tout, on va effacer aussi, y compris chez les communistes, on va effacer la part juive. Et quand dans le groupe Manouchian, on oublie que 80% d'entre eux sont juifs, quand dans le groupe Marcel Langer, on oublie qu'il s'appelle Mendel Langer, que c'est un juif polonais, qu'il a été remplacé ensuite par Jan Gerhardt, qui est un autre juif polonais, que Jan Gerhardt est secondé par une femme absolument fabuleuse dont le nom de guerre est Catherine Varlin, qui est une juive russe. Donc tout cela, finalement, à chaque fois qu'on ramène un peu la résistance juive, cela fait, je dirais partisan, mais dans le sens péjoratif du terme. Donc les historiens, le monde universitaire, n'a pas vraiment laissé sa place. On a quelques grands ouvrages dans les années 80, mais ces grands ouvrages n'ont pas gagné le grand public. C'est vraiment des ouvrages universitaires, et on est quelques-uns à Lyon, par exemple, parce que là, l'armée juive a beaucoup agi sur Lyon, a travaillé dessus, mais cela reste malgré tout assez confidentiel. Aujourd'hui, ça y est, ça fonctionne mieux. Heureusement, une monographie sur Catherine Varlin est sortie. Là, on est chez les FTP-MOI. Mais sur l'armée juive, on a une très belle expo virtuelle à laquelle j'ai participé dans la fondation de la Résistance, donc l'une des plus grandes instances de l'histoire de la Résistance, qui évoque les Juifs dans la Résistance à tous les niveaux. Donc oui, ça commence. On commence. De la même manière, enfin, c'est encore, paradoxalement, c'est encore plus tardif que la libération de la parole des déportés, qui s'est faite dans les années 2000, à la suite de la panthéonisation des justes. Les déportés ont aussi pu enfin s'exprimer. Pour les résistants, c'est encore plus tardif, et c'est d'autant plus dommage qu'ils sont tous morts. Donc, ils ne peuvent même plus s'exprimer maintenant. Et dans mon bouquin, j'ai 3 témoignages des enfants d'eux. Et je profite, et je termine je termine pour profiter pour rendre hommage à Monique Lys-Cohen, qui à Toulouse a constamment évoqué l'armée juive, puisque son père en faisait partie. Elle est partie trop tôt, elle aussi, et c'est son demi-frère qui évoque le sort de leur père commun, à Monique Lys-Cohen et à lui-même.
Et donc, du coup, je voulais venir à la naissance de l'armée juive, du coup, et en particulier sur deux personnages qui reviennent beaucoup au début du livre et qui sont un peu les instigateurs de tout ça. C'est David Knut, et pardon si j'écorche les noms, Non, mais, non, et Ariane Fixman. ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'eux Alors, ce sont des poètes. Ce sont des poètes qui, effectivement, des poètes russes, qui, dès juin 1940, parce qu'ils sont à la fois poètes et aussi sionistes, et du sionisme, de la partie du sionisme qui se bat, celle de Jabotinsky, enfin, c'est celle qui pense que pour atteindre un État refuge pour les Juifs, il faut négocier, certes, mais il faut aussi se battre. Et ils soutiennent le mouvement qui est, alors avec Menachem Begin, le mouvement de l'Irgun. Mais c'est important parce que Menachem Begin, on le sait, il est à la fois ce que les Anglais appelaient un terroriste, et c'est le premier homme d'État israélien à faire un accord de paix. Donc cela va avec la guerre et la paix. Mais ces deux-là, ils sont à Toulouse par hasard, parce que la zone sud a attiré beaucoup de soldats démobilisés. Et David Knut, il va donner l'impulsion, il va créer une revue, mais ensuite, dès 1942, il disparaît. Et finalement, celle qui reste, et j'ai fait en sorte qu'elle apparaisse quasiment à la fin de chaque chapitre, parce qu'elle est omniprésente pendant toute la guerre. C'est Ariane Fixman. Et Ariane Fixman, vous avez une plaque, je passais encore devant 11 rue de la Pomme, c'est là qu'elle fut assassinée par la milice un mois avant la libération, donc en juillet 1944. Et Ariane Fixman, c'est vrai que un personnage aussi extraordinaire, c'est difficile d'en trouver dans l'histoire. Elle est la fille du compositeur russe Scriabine, elle est la nièce du ministre de la Défense, enfin, des Affaires étrangères de Staline, Molotov. Elle est née orthodoxe, elle est née en Italie parce que son père était parti avec sa maîtresse, donc elle est née en Italie, mais elle est née d'un mariage, d'une liaison adultérine ou adultère, et ensuite elle va se convertir au judaïsme par amour pour David Knut, et elle va se battre jusqu'à la fin de la guerre. En 1942, au moment où Toulouse est occupée, Knut est recherché par la Gestapo, il va rejoindre Genève, et elle reste alors qu'elle est enceinte d'un petit Élie qui va naître un peu plus tard. Et jamais ne partira, et même au moment où elle a été assassinée, il y avait des rumeurs de risque, parce qu'une femme de l'armée juive avait été sortie de la Gestapo sans avoir été trop esquintée. Et Ariane aurait dû, c'est le docteur Emmerich Epstein qui le raconte, elle dit, mais s'il fallait avoir peur, on ne ferait rien. Et ce jour-là, elle a été prise au piège par la milice, elle a résisté, elle s'est pris une balle dans le ventre qui l'a tuée. Donc oui, c'est une héroïne extraordinaire. Il y a elle, sa fille, enfin et il y a comme ça des femmes fabuleuses. Ariane Fixman encore, elle reste assez célèbre. Elle était même devant le musée de la Résistance. Son portrait était devant le musée de la Résistance toute l'année dernière. Et donc, quand ils mettent en place l'armée juive, au départ, ça se présente pas tout à fait comme ça. C'est même pas le nom. Ils savent pas où ils vont. Ils savent pas où ils vont. Tout ce qu'ils savent, c'est que étant donné leur expérience, David Knut avec Ariane, ils sont russes. David vient d'un endroit très particulier qui est Kishinev. Et à Kishinev, cela nous ramène un peu au 7 octobre, Kishinev, ça a été l'un des plus importants pogroms du début du XXe siècle. Et Kishinev a été un déclencheur dans tout le monde juif. Parce que ce pogrom a provoqué une vague de départ vers ce qui était la Palestine, dans lequel habitaient déjà nombreux juifs, et vers l'Europe. Et donc, lui, il sait que à partir du moment où il y a une guerre, il y aura un bouc émissaire, et un bouc émissaire, ce seront les juifs. Donc, dès juin 1940, ils écrivent un tract avec les frères Lyon qui sont déjà là. Et que faire? Qu'allons-nous faire? Bon, en fait, à la fin, c'est on va se battre. Mais en 1940,
personne ne peut se battre. Donc pendant toute la guerre, enfin, jusqu'en 1943, vont être mis en place les corps francs, donc des groupes armés dans les villes sur la France et les maquis. Eh bien, ils vont se préparer à cette ultime bataille. Et puis, c'est là que c'est une armée juive, c'est là que c'est de la résistance juive. Ils se préoccupent de sauver les juifs. Donc dès 1940, non seulement ils vont faire de l'assistance dans les camps, comme nombre d'associations, c'est anachronique, d'organisations. Les catholiques sont déjà là, les protestants, on le sait, les Quakers. Donc ils vont faire de l'assistance, mais ils sont déjà dans l'idée qu'il faut faire une armée et ils vont faire s'évader des jeunes gens des camps de travail pour les garder et pour les préparer ensuite à créer des maquis, à créer des groupes armés. Donc on a cela, on en parlait tout à l'heure, en cette époque troublée, ils ont mis en place de la résistance morale, là encore, préserver non seulement les juifs dans leur intégrité physique, mais préserver les juifs dans leur philosophie. Et à Toulouse, la synagogue Palapra, de la rue Palapra, qui est la plus ancienne synagogue de Toulouse, et qui n'a jamais été fermée de la guerre, eh bien, elle a servi de lieu de résistance morale. On a parmi ceux qui se réunissaient quelqu'un qui deviendra célèbre, puisqu'il va changer de nom, il deviendra le poète Vigée, Claude Vigée. Et là, ils vont non seulement évoquer la mystique juive, mais ils vont aussi, recruter. C'est-à-dire que vous savez que Toulouse est une zone de refuge où on a les photos, où on a des milliers de Belges qui sont arrivés, qui dorment partout, près du canal, près de la Garonne, dans les voitures. Eh bien, un juif qui arrive dans une ville, où va-t-il aller ? Eh bien, il va aller là où il pense trouver d'autres juifs, en l'occurrence la synagogue. Et cette synagogue va servir de recrutement. Et c'est pas pour aller prier, mais c'est pour aller rencontrer les gens, puisque la synagogue, c'est la maison. Enfin, j'ai plus le mot en hébreu, mais c'est la maison. Donc, ils se retrouvent là. Et c'est vrai que ce groupe de résistance morale va aussi recruter. Ils vont recruter. Oui, c'est ça, une des peut-être spécificités, c'est que, en tout cas au début, le recrutement passe par la synagogue et par des réflexions sur le sionisme, etc. C'est ça. Alors, la synagogue, pas dans un point de vue de pratique religieuse. On a affaire à des laïcs. La synagogue, c'est un lieu pratique. De même que nombre de membres de l'armée juive vont s'inscrire à l'Institut catholique, qui va être un endroit pratique. À la fois de nos rois, Martimor et bien sûr, j'oublie, de Soulages, vont faire des faux papiers, des fausses cartes d'étudiants qui vont compléter les fausses cartes d'identité ou les fausses cartes de ravitaillement. Mais il n'y a pas de foi particulière, il n'y a pas de pratique, sauf, et ça revient dans tous les témoignages, Ariane Fixman, comme tous les nouveaux convertis, elle est beaucoup plus convaincue, et elle obligeait tout le monde, quand ils allaient chez elle, c'était, j'ai plus le nom de la rue, quand ils allaient chez elle, elle les obligeait à manger cachère ou à faire les grandes fêtes, et puis bon, ça les embêtait, quoi, ça embêtait tout le monde. Et alors d'abord, assez rapidement, ils organisent quelque chose qui s'appelle la main forte. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont paumés, ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire. Et déjà, ils ne savent même pas quel nom choisir. Donc, ils s'appellent d'abord la main forte. Alors, j'ai parlé de David, enfin, nous avons évoqué Ariane et David Knut, mais il y a un autre couple, Génia et Lucien Lublin. Polonsky plutôt, Abraham Polonsky, et Génia et Polonsky, donc ce sont les quatre qui commencent, mais ils ne savent pas quoi faire. Et donc ils vont chercher les noms. Alors c'est vrai qu'au cours d'une leçon de mysticisme, ils ont trouvé la notion de la main forte, une notion kabbalistique, ça leur a beaucoup plu. Mais surtout Polonsky, parce que il trouvait il avait même pris les initiales, il a pris un nom de guerre, Maurice Ferrer, pour que ça soit comme la main forte, enfin ça lui plaisait. Il y avait un autre nom aussi,
Bné David. Comme David s'appelle, Bné David, c'est le peuple de David. Comme le David Knut s'appelle David, il dit oh ça c'est super comme nom. Et comme il habitait à la rue Béguet, qui est près du musée de la Résistance, Bné, Béguet, ça sonnait bien. En fait, ils veulent faire des choses, mais 40, 41, ils sont vraiment dans les balbutiements et ils vont rejoindre, ils vont faire, quand on ne sait pas quoi faire, on fait comme les autres. Il y a déjà des groupes juifs en action, et j'en parle beaucoup d'ailleurs dans mon précédent livre sur les Justes en Occitanie. Les groupes en action, c'est l'OSE qui a déjà une maison à Moissac qui protège les enfants. C'est les EI qui a aussi les EI et l'OSE qui tiennent la maison, qui est surtout la maison des EI. On a l'OSE qui s'occupe des enfants, qui fait des passages vers la Suisse. Ils n'ont pas attendu. Donc, l'armée juive va faire pareil. Elle va faire pareil, elle va essayer les passages vers l'Espagne, mais c'est très très difficile. Ils vont s'organiser petit à petit. Et en 42, donc en fait, on parle d'années, mais juin 40, c'est la défaite, donc 41, on y est très vite, 42 aussi. Donc 42, ça y est, l'armée juive est en marche avec tout ce qui sert à faire de l'assistance, le passage en Espagne, le passage vers la Suisse, le sauvetage des familles, les évasions des camps. Donc 42, ça commence vraiment, et c'est là que se rajoute un autre personnage, qui est Lucien Lublin, qui lui est un génie, c'est un stratège. Lublin et Polonsky étaient tous les deux ingénieurs dans une industrie chimique par là. Ils sont venus faire leurs études à Toulouse au moment du numerus clausus soviétique. Vous savez que nombre de juifs ont construit, ont établi l'école polytechnique parce qu'ils ne pouvaient pas étudier en Europe de l'Est. Et donc eux, ils sont restés à Toulouse, y compris après la guerre d'ailleurs. Et est-ce qu'il y avait des ébauches déjà d'organisation? Parce que vous évoquez le fait que Albert Cohen, du coup, l'écrivain, Non, non, ouais. Alors, était déjà militant. Non, pas du tout. Non. On a deux Albert Cohen. En fait, il y a deux Albert Cohen et ces deux Albert Cohen se rejoignent, mais sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Se sont jamais croisés. Je pense que l'Albert Cohen de Belle du Seigneur ignorait qu'il exista un Albert Cohen dont le surnom était Bébé, qui est dans la couverture, là c'est mon préféré, c'est le petit bonhomme, 1m56, qui a toujours fait, il a échappé à tous les attentats, il était partout, il a fait le tour de tous les groupes francs, Paris, Lyon, Nice, Grenoble, et les maquis, non seulement les maquis de la Montagne Noire, mais aussi au Chambon, et toujours à vélo. Et donc, non, en fait, l'idée de l'armée juive remonte, elle n'est pas nouvelle, quoi. Ils n'ont pas créé ça par eux-mêmes. L'idée de l'armée juive, elle remonte aux années 1930, même plus tôt, 1917. C'est-à-dire qu'en 1917, au moment de la Première Guerre, il existait une brigade juive dans l'armée anglaise. Cette brigade juive dans l'armée britannique, elle avait pour particularité de ne contenir que des juifs, qui étaient sous le commandement d'un juif, lequel était sous le commandement d'un britannique. On est dans la Première Guerre. Dans cette brigade juive britannique, s'est battu Ben Gourion. Donc, et s'est battu un des héros de l'armée juive qui est là, et sa fille habite Toulouse maintenant depuis peu, et j'ai l'entretien avec sa fille, qui s'est battu pendant la Première Guerre et qui ensuite s'est engagé dans l'armée juive. Donc là, l'idée de l'armée juive, elle est née dès 1917. Mais en 1938, au moment où on sait que Hitler veut la guerre, on sait que 1938, c'est la honte, on connaît l'accord de Munich. Donc, les organisations sionistes veulent créer une armée juive, comme en 1917. Et c'est là que Weizmann, qui est un peu l'adjoint de Ben Gourion dans la construction de l'État politique juif Israël, Weizmann demande à un Français de créer cette armée juive. Et le Français à qui il demande, ça c'est l'objet de la thèse que j'avais commencée, que j'ai jamais terminée, c'est notre Albert Cohen de Belle du Seigneur.
Et Albert Cohen a eu un rôle très important entre 1925 et 1948, donc celui de Belle du Seigneur, auprès de l'organisation sioniste mondiale. Et quand il part à Londres dès 1939, eh bien, il va être le représentant officiel de l'organisation sioniste mondiale. Ces activités sionistes, je les évoque dans plusieurs articles. Ça s'appelle Atelier Albert Cohen. On faisait ça avec Philippe Zard et d'autres universitaires. Et c'est là que les deux s'entrechoquent, quoi. Et c'est là que, effectivement, on passe de l'action d'un Albert Cohen, l'écrivain, qui est à Londres, à l'action d'un bonhomme qui, lui, est né en Argentine, qui est venu à Toulouse parce qu'il n'y a pas d'uniforme allemand et qui va tout de suite s'engager dans la résistance. Et celui-là, c'est Bébé. Donc à chaque fois dans mon livre, c'est très clair, n'ayez crainte. Chaque fois, Albert Cohen dit Bébé ou Albert Cohen, entre parenthèses, Bébé. Et l'autre, Albert Cohen, j'en parle uniquement dans un chapitre pour montrer justement la généalogie et les origines de cette idée de l'armée juive. Et donc, du coup, je voulais évoquer l'autre Albert Cohen, Bébé, ouais, le bébé. qui a un parcours aussi incroyable, fabuleux. Puisqu'il a hébergé finalement une partie des activités de résistance, littéralement en face du commissariat de police. C'est ça. Le premier bureau de l'armée juive, et il est resté ouvert toute la guerre, était aux 2 rue du Rempart Saint-Étienne. Le commissariat est au numéro 19 et 20. Et d'ailleurs, dans le livre de Pierre Assouline sur le nageur, Nakache allait dans ce bureau pour chercher des jeunes pour les faire préparer physiquement à franchir les Pyrénées ou aller à se battre, et Alfred Nakache. Et Pierre Assouline le place au vin, alors que il n'était pas ici, donc certains témoignages parlent du vin, ils ont retenu le vin, mais le vin, c'est le commissariat. Donc voilà, pour moi, c'est plus simple, j'habite à côté, on vérifie. Et après, d'autres sources ont donné le 2. Effectivement, c'est une boutique, il y avait des boutiques comme cela à Paris, à Lyon, à Toulouse, des boutiques couverture. Donc toutes servaient dans la couverture, c'est un magasin d'électricité, ils réparaient des TSF, des radios, des choses comme ça. En réalité, à l'intérieur des radios étaient dissimulées des armes ou des faux papiers, et l'arrière-salle servait à la fabrication des faux papiers ou à des réunions. Et c'est là, donc, comme je disais, que Alfred Nakache venait chercher les jeunes pour les emmener s'entraîner dans le gymnase qu'il avait à sa disposition, rue Féral, perpendiculaire à la rue du Languedoc. Et alors, donc c'est toujours là. Et après, on voit que l'armée juive, c'est pas non plus forcément la seule organisation qui a vocation à apporter du soutien à notamment les personnes dans les camps. Il y a l'OSE, il y a l'ORT, etc. Comment on s'y retrouve là-dedans aussi, dans tous ces acronymes, etc., pour faire tous les liens? Moi, je me suis posé la question de comment vous avez fait pour retracer tout ça, d'autant plus que certains, les souvenirs des personnes qui témoignent sont parfois un peu flous, comme on l'a dit. Il y a les sources, heureusement, on a des sources. Là, il y a 2 niveaux à la question, au moins 2 niveaux. D'abord, les sources. Mes sources, c'est le dossier Lublin. Un dossier gigantesque qui a été déposé au mémorial de la Shoah et que j'ai épluché et que j'en ai utilisé 10% de ce qui est dans le dossier Lublin. Deuxième source, les dossiers des forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, l'armée juive change de nom, devient l'organisation juive de combat et intègre les FFI. Et certains vont les intégrer complètement et se battre jusqu'à Berlin, partir jusqu'à Berlin. D'autres vont libérer Paris au sein des FFI. Donc il y a les sources FFI, les témoignages d'Annie Latour. Annie Latour, dans les années 70, part à la recherche de ses anciens amis amis US de cette résistance, et elle recueille tous les témoignages. Et c'est là, ce sont les plus fragiles parce qu'ils sont effectués 30 ans après. Et là, la mémoire, elle embellit ou elle déforme. C'est un groupe clandestin. Donc, on n'a aucune pièce dans la préfecture. On n'a rien. Et autant pour les FTP-MOI,
Jan Gerhardt avait des comptes à rendre. Il faisait des rapports réguliers et on a des archives extraordinaires de Jan Gerhardt qui nous donnent quasiment le quotidien du groupe Marcel Langer. Autant là, on n'a rien. Donc, j'ai fait un recoupement de témoignages, plus en confrontant à Lublin, en confrontant aux archives de Vincennes, en confrontant aux archives de FFI. Et ensuite, non, les groupes juifs ne sont pas si nombreux, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'à partir de 1942, ils vont tous rentrer en clandestinité. Là, ça devient dangereux, les déportations deviennent... c'est là que commencent les déportations. Et on a des personnalités saillantes. Pour les EI, c'est Gamzon. Pour l'OSE, c'est le réseau Garel. Et puis, en 1943, c'est encore une force de l'armée juive, mais c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Dans la volonté de protéger au mieux les Juifs, Lublin et Polonsky, nos deux leaders toulousains, David Knut, il est parti, Sarah Fixman, enfin Sarah, son nom de converti, Ariane Fixman, son nom de guerre, c'était Régine. Ariane Fixman, elle s'amuse. Enfin, elle s'amuse pas, c'est la guerre, c'est excessif. Mais elle tente tout. Elle va aider les enfants à partir en Espagne, elle va aider d'autres à partir en Suisse, elle va s'entraîner au maquis, au maniement des armes. Enfin, elle est extraordinaire. Elle a une curiosité absolue, mais elle ne veut pas de rôle de fonction. Elle laisse ça aux hommes, elle a autre chose à faire. Donc, il y a deux hommes qui dirigent, et ces deux hommes-là veulent faire ce que le général de Gaulle veut faire au même moment, unifier les organisations juives. Et c'est ce que va parvenir à faire l'armée juive en 1943. On a cité l'ORT, mais l'ORT, vous connaissez, hein, puisqu'il y a le lycée à Colomiers, l'ORT. Il en reste encore des LORT dans le monde. Donc on a l'ORT, l'OSE, les EI, qui acceptent, entre autres, il y a MJS, il y a d'autres groupes, effectivement, qui acceptent de signer un accord avec Polonsky et Lublin, en une sorte de fédération. C'est plus difficile avec les scouts, avec les éclaireurs israélites, parce que Gamzon a une personnalité qui elle aussi est indépendante. Mais on a un groupe depuis Toulouse qui va gérer les autres organisations juives en France, de résistance en France. Et c'est comme ça que David Knut, lorsqu'il sort son livre en 1946, écrira Toulouse, capitale de la résistance juive. 43, fin 43, ça change un peu. On va garder cette formule, elle nous plaît. Mais Polonsky reste à Toulouse, Lublin part à Lyon. Et ce que l'on voit, et c'est un travail qu'on avait commencé à faire avec des historiens lyonnais, on voit les mêmes personnalités qui passent de Lyon à Toulouse. Et le foyer incandescent de la résistance qui passe de Lyon à Toulouse en fin 1943. En tout cas, pour la résistance juive, Toulouse devient plus actif que Lyon. On n'a pas Klaus Barbie ici, et on peut plus facilement amener les enfants, les groupes d'enfants. Ça reste très périlleux, on a des arrestations, on a des déportations, mais c'est moins périlleux que la répression initiée par Klaus Barbie à Lyon. Et du coup, au fur et à mesure que l'organisation s'étend, un des enjeux, peut-être même le principal finalement, c'est d'arriver à savoir qui sont les personnes dignes de confiance, puisque on voit bien que de plus en plus, ils s'échangent des lettres, des informations, etc. Et c'est hyper compliqué. Alors, ils ont la technique de 1 plus 1. Quelqu'un qui amène un ami. Mais il y a très peu de trahison. Très très peu de trahison, il y en a eu 2. Une qui a amené à un piège dans la rue Tripière, pas loin de la rue du Mai, près de la rue Tripière. Un qui se fait arrêter, Friedman se fait arrêter, complètement torturé par la Gestapo. L'armée juive veut le libérer, se disent on va le libérer, on va essayer de préparer un coup. Mais ils arrivent à rentrer en contact avec Friedman qui pourtant est enfermé à la Gestapo, et Friedman leur dit « Donnez-moi du cyanure ».
il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Bon, donc ça, il y a une trahison. Et deuxième trahison, c'est un mois avant la libération, au moment où Jan Fixman et Thomas Bauer se font tuer, entre autres. Il y en a d'autres. C'est-à-dire que là aussi, l'histoire était restée sur ces 2 noms qui sont sur la plaque. En réalité, ils sont 4 à se faire arrêter. 2 autres sont partis, j'ai plus, les noms sont dans les livres, sont partis à Saint-Michel et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Soit ils font partie de ce... Vous savez, en ce moment, on a découvert de nombreux charniers et on cherche qui sont ces gens-là qui ont été tués par l'armée allemande ou par la Gestapo à Rueil ou ailleurs. Peut-être qu'il y a les membres de l'armée juive. Mais effectivement, la question de confiance, elle est fondamentale. On est dans un groupe clandestin. Par exemple... Lublin ou Polonsk, non, c'est surtout Lublin, personne ne le voyait. Là, on est dans un vrai film. Personne ne savait qui il était. Personne. Et quand Annie Latour, dans les années 70, fait le tour des membres de l'armée juive, pour la première fois, elle voit Lucien Lublin. Donc, mais alors, ils avaient un truc. Et rétrospectivement, ils disent c'est peut-être ça qui nous a protégés. Ils font dire un serment aux impétrants, à ceux qui veulent entrer dans l'armée juive, ils leur font dire un serment. Y compris quand ils fédèrent les autres groupes, ils leur demandent de dire le serment. Ce serment qui est dans le livre, ou qui est un serment plutôt, qui va dans les 2 directions, c'est-à-dire sauver les Juifs et la création de l'État d'Israël, et ça se termine par Vive Eretz Israël. Et ceux qui refusent de dire ce serment ne rentrent pas. Et il dit, peut-être ça nous a protégés. Peut-être, parce que ceux qui disaient ce serment, peut-être étaient-ils un peu plus tenus de ne pas nous trahir. Mais effectivement, c'est assez miraculeux, et eux-mêmes le reconnaissent dans les entretiens 30 ans après. Très très peu de dénonciations. Alors, ouais, par association d'idées, en revanche, l'une des missions de l'armée juive, et c'est surtout le cas à Nice, c'est absolument génial, c'est de tuer les délateurs. Voilà. Là, c'est la guerre. Donc, les délateurs de juifs, mais souvent ceux qui dénonçaient les juifs et les résistants, et si les 2 étaient une seule et même personne, ils étaient encore plus contents. Donc, ceux qui devenaient très dangereux à dénoncer les juifs étaient tués ou intimidés. Il y avait à Nice un antiquaire qui recevait fréquemment la Gestapo et qui donnait des noms. Eh bien, ils ont dynamité le... alors, d'où on le sait, là, on a les plans. On a les plans toujours dans les archives Lublin. Et puis, il y a un épisode, c'est un épisode fabuleux, fabuleux dans le sens très cinématographique. C'est un réseau russe qui est à Nice et qui va se faire de l'argent en dénonçant les résistants et les juifs. Et ce réseau russe, c'est vraiment une mafia. Non seulement ils se font de l'argent, mais ça leur permet aussi d'avoir du commerce, de pouvoir commercer avec la Gestapo ou avec les Allemands. Donc on est vraiment dans le réseau mafieux. Et là, c'est l'armée juive, et en particulier une femme. Elle est remarquable. Il y a un cahier, là aussi on a travaillé avec soin sur un cahier de photos. Mais bon, vous ne le verrez pas d'ici, il faut l'ouvrir. Elle s'appelle Rachel Sheigam. Elle est magnifique. Alors, dans la photo, elle ressemble à une actrice de Marcel Carné. Et elle est prise en photo, en fait, par un bonhomme qui s'appelle Henri Alecan. Henri Alecan faisait partie aussi de l'armée juive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Henri Alecan, c'était le chef-op de nombreux films, dont... on l'a tous en mémoire, c'est La Belle et la Bête de Cocteau. Et pendant la guerre, il était avec l'armée juive à Nice. Et on a cette magnifique photo de Rachel, prise par lui-même. Donc oui, je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs. Non, ce n'était pas les Russes, c'était la confiance. Ouais. Non, il y a une méfiance permanente, mais dans cette méfiance permanente, il faut essayer de faire confiance. Et du coup, est-ce qu'on sait, quand ce réseau s'agrandit, combien avait de personnes à peu près affiliées ? Oui, toujours les archives. Alors Lublin, il gardait tout précieusement. Alors, le problème, c'est que j'ai deux listes. Une première liste où il fait le portrait de chacun d'entre eux. Je ne sais pas... c'est vrai qu'il n'était pas sur le terrain. Lui, c'est le stratège, Lublin. Donc, il fait le portrait de chacun d'eux. Et là, j'ai 1600 portraits. 1600. Les FTP-MOI, quand ils ont démarré, ils étaient 10.
Marcel Langer. Quand ils étaient avec Yann Gerhardt, en 1943, ils ont peut-être atteint une centaine à la fin de la guerre. Alors, tu parles de Toulouse. Moinouchian, on l'a bien vu, ils sont 23, ils étaient un peu plus nombreux, mais ça reste peu. Là, on a 1600 à 1900 juifs et juives qui ont prêté serment auprès de l'armée juive, encore une fois, dans différentes villes, y compris ensuite ceux qui sont passés en Espagne, ceux qui sont passés en Suisse. Donc c'est énorme, c'est un des plus importants réseaux de résistance en Europe. Et du coup, ils ont entrepris beaucoup d'actions. Et j'avais une question, bon, c'est évoqué dans le livre, mais comment du coup ils ont fait pour financer tout ça, pour organiser autant de choses finalement? C'est l'argent. Alors, je vais répondre d'abord. Bon, pour aller vite, je vais répondre. C'est l'argent du Joint, c'est l'argent des Juifs américains. Mais c'est là aussi, on est dans la résistance juive. La résistance juive, c'est une résistance qui est autonome, qui ne compte sur personne et qui n'intéresse personne. Voilà. Il y a une anecdote dans le livre, mais avec beaucoup plus de détails, donc je la résume. Il y a un piège à Paris, un piège où un officier anglais promet à l'armée juive, on est début 44, un officier anglais promet à l'armée juive d'obtenir des armes, beaucoup plus d'armes encore, parce que l'armée juive en avait un peu par des alliances avec l'armée secrète, mais d'obtenir encore plus d'armes de la part de Londres. Mais pour cela, il fallait aller à Londres. Bon, ils rencontrent l'un des plus importants officiers, Jacques Lazarus, dont on a des photos inédites dans le livre. Et Jacques Lazarus contacte Lublin, Polonsky, ouais, ça a l'air bien. En plus, cet officier anglais, il est présenté par une femme juive qu'ils connaissent. Bon, c'est un piège. Ils se font tous arrêter, ils se font tous déporter. Dans le dernier wagon, c'est une histoire extraordinaire, ce dernier wagon, dans lequel était aussi Anthelme, Duras, la douleur, et celui qui deviendra Dassault. Dans ce dernier wagon, mais ils vont réussir à s'enfuir. Mais l'important, c'est pas ça. Là, je le raconte avec beaucoup plus de détails dans le bouquin. Mais l'important, c'est qu'après la guerre, ceux qui ont survécu vont voir, donc Paris est libéré des Allemands, de l'armée nazie, les Anglais sont là, et après la guerre, ils vont voir l'état-major anglais, ils disent, voilà, il y a un gars qui se faisait passer pour vous, mais ce gars, il faudrait le retrouver, il faudrait le passer en justice ou quoi que ce soit. La réponse de l'officier britannique, c'est, oui, nous étions au courant. Mais cela ne nous concernait pas. Voilà, c'est ça la résistance juive. Elle était dans une indifférence totale, comme les arrestations, comme dès octobre 40, les avocats, les médecins n'ont plus le droit d'exercer, etc. Indifférence totale. Donc oui, donc l'argent, ils ne vont pas compter sur l'argent de Londres, ils vont compter sur l'argent américain, et c'est là que se met en place un réseau. C'est un réseau avec des gens qui se connaissent déjà. La plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux font partie des organisations ashkénazes qui étaient à Paris dans les années 20. Et il se trouve qu'à Genève, c'est Marc Jarbloum qui va tenir les cordons de la bourse. Marc Jarbloum, qui est un copain de Polanski. Et donc il y a cette relation de confiance. Et il faut amener les valises pleines d'argent depuis Genève vers Toulouse, via Lyon. Et là, ce sont les femmes qui s'en occupent parce qu'elles attirent moins de suspicion. Et c'est là qu'elles ont un rôle absolument fabuleux qui est resté dans l'ombre parce que ce n'est pas avec la mitraillette. Enfin, pour l'arrestation de Nice, là, pour assassiner les deux Russes, ils sont deux, l'un après l'autre. Elles prennent les armes, elles ont aussi pris les armes. Mais là, comme elles n'ont pas pris les armes, elles sont à peine sur les photos, on n'en parle pas. Mais le rôle des femmes et de leur vélo pendant toute la guerre, c'est phénoménal. C'est très important. Très important. Et nous avons tenu avec les éditions Privas, qu'il y ait une femme sur la couverture qui est allée s'entraîner
dans les maquis, donc près de Castres, qui ensuite est allé se battre à Nice, qui est allé se battre à Paris, qui a été arrêtée dans ce fameux piège et qui a été ensuite enfermée à Drancy, d'où elle échappe de manière très romantique. C'est son fiancé qui vient la libérer, enfin, c'est dans le livre. Et un des endroits, enfin, une des missions aussi dans lesquelles les femmes sont extrêmement importantes, c'est l'évasion, puisqu'en fait, une des missions un peu spécifiques de l'armée juive, c'est de faire s'évader des gens de camps de prisonniers, etc., Oui, alors, et de les envoyer à l'étranger. alors il y a les évasions, c'est-à-dire que dès 1900, vous savez que les camps d'internement enferment et les républicains espagnols et les indésirables, et parmi les indésirables, les juifs. Mais c'est vrai que dans un premier temps, l'idée, c'est de faire s'évader des jeunes hommes vaillants pour les entraîner et les envoyer se battre à l'époque, à ce moment-là, on est dans le foyer national juif, contre le mandataire britannique. Bon. Mais là, plus que il y a les femmes, parce qu'elles étaient assistantes sociales au sein des camps, donc elles ont pu organiser, mais il y a un autre acteur, alors là, spécifiquement juif et pour cause, ce sont les rabbins, les aumôniers. Et il y en a des aumôniers rabbins qui, dans les camps, ont aidé à des évasions. Et il y a notamment un monsieur qu'on a connu, Freddy Spilfogel, qui s'est échappé du camp de Noé, déguisé en bougie de Hanouka. Donc avec le rabbin, il avait organisé toute une cérémonie, c'est la fête des Lumières, on a le chandelier, et donc chaque homme faisait représenter une bougie, et lui, tout en bougie, il s'est échappé, il est parti à vélo. Et Freddy Spilfogel, on l'avait bien connu ici. Ouais. Après, il est retourné dans la résistance. Donc les femmes, les rabbins, enfin, ouais, c'est une histoire juive. Ouais. Et du coup, ils ont également eu une spécificité, c'était de faire des maquis juifs. Mais Ben oui. Alors les EI ont commencé. Non, c'est pas les EI qui ont commencé. Les EI, les éclaireurs israélites, ils n'ont pas commencé, mais ça s'est mieux organisé que pour l'armée juive. Là aussi, l'armée juive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va pas négocier avec l'armée secrète, parce qu'elle pense que de toute façon, personne ne va aider les Juifs, ce qui n'est pas complètement faux. Donc, ils envoient un bonhomme qui était Raoul Léonce, un Belge, un officier, qui rentre dans l'armée secrète, mais qui a un double jeu. Il est à la fois à l'armée secrète et il va se préparer, il va s'entraîner, et il est aussi aux ordres de l'armée juive. Et petit à petit, ils vont constituer comme cela un état-major, et petit à petit, alors après 43, c'est plus facile. Là, on est en 42, donc c'est avant que les maquis se forment complètement. Bon, on a déjà les maquis de l'armée secrète. Mais 43, au moment où le STO fait que de nombre de jeunes partent dans les maquis naissent partout. L'armée juive va pouvoir créer son propre maquis. Alors là aussi, il faut... comment dire, il faut remettre les choses à leur juste mesure. C'est une dizaine d'hommes, puis après des femmes vont les rejoindre, mais une dizaine d'hommes, il n'y a pratiquement pas d'armes, ils vivent dans une vieille bicoque sans zone d'électricité, et ils s'entraînent avec des bâtons. Jusqu'à ce que les armes arrivent, et les armes arrivent fin 43, un peu pour tout le monde. Là, vraiment, tout le monde se met en ordre de marche vers la libération. Et c'est vrai on a dans la Montagne Noire deux maquis juifs, celui des EI et celui de l'armée juive. Mais comme ils ont signé un accord de fédération, le maquis des EI passe sous la direction de l'armée juive. Officiellement, mais en réalité, non. En réalité, chacun se débrouille. Et comme leur tour, je voulais d'abord demander, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Normal. J'arrive. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avec le commerce couverture en face du commissariat Saint-Étienne. Et parce que, par exemple, à Paris, on a des archives de la préfecture où on sait qu'ils étaient extraordinairement bien informés, la police française, sur les groupes de résistants, juifs en particulier aussi. Et donc, à Toulouse, ça n'a pas eu lieu. Bien.
Dans les archives départementales, je n'ai rien trouvé sur l'armée juive. Donc, est-ce que le commissariat était au courant? En 1944, on a nombre d'arrestations. Vous savez qu'en 1944, avec Alois Brunner qui prend la direction de la répression contre les résistants et de l'arrestation des Juifs, tout devient très, 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 très compliqué. Même les personnes, c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on va arrêter le clergé, qui veulent arrêter Saliège. Donc, je présume que s'ils savaient que ce numéro 2 rue du Rempart Saint-Étienne était une cache d'armes, ils l'auraient fermé, ils auraient arrêté. Non, ils l'ont pas fait. Ils ont arrêté ailleurs. Très bizarrement, ils sont allés encore une fois rue Tripière et rue de la Pomme. Ce sont les 2 arrestations qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À ce sujet, au commissariat, il y avait le commissaire Philippe. Oui, mais... Donc peut-être que... Non, mais il n'y a pas de connexion. Ah. On n'a aucune connexion entre l'armée juive et les autres groupes. Aucune. Il y a une méfiance permanente où, enfin aujourd'hui, peut-être je commets un anachronisme, c'est une hypothèse, ma méfiance. En tout cas, ils se veulent totalement autonomes. Donc, On va reprendre. Et du coup, moi, je voulais vous demander, est-ce que... Moi, j'aurais adoré voir du coup cet endroit au 2 rue du Rempart. Ben non, le 2, c'est une agence immobilière aujourd'hui. Oui, voilà. On peut y aller. Hein. Est-ce qu'il reste des traces un peu à Non, Toulouse, non, il faudrait. Enfin, c'est tout un boulot, mais c'est un boulot gigantesque de mettre des plaques. Ça prend 25 ans à chaque fois. Ariane Fixman, elle a la plaque de l'endroit où elle a été assassinée, mais Catherine Varlin, c'est pas dans mon livre, mais c'est une femme qui mérite au moins une plaque. Enfin, c'est-à-dire que après la libération, les communistes ont bien fait leur travail et ils ont mis des plaques pour les résistants communistes. Et Rosine Beth, il y a une place, Rosine Beth, c'est celle qui a été blessée à mort au moment de l'attentat au cinéma Les Variétés, donc commis par les FTP-MOI. Il y a Rosine Beth qui est morte à la suite de ses blessures, et Freiman, qui lui était juif et qui lui a une jambe arrachée, ils l'ont fusillé assis sur un banc, sur un tabouret. Et donc Rosine Beth, il y a non seulement une plaque près de l'ancien cinéma Les Variétés, aujourd'hui à côté du Burger King, mais elle a aussi une place. Donc on a, oui, mais côté juif, alors pourquoi côté juif il n'y a rien, il n'y a pas d'action? Je pense qu'il y a, je sais pas, il y a une méconnaissance aussi. Il y a une méconnaissance. Il n'y a pas le même travail qui s'est fait que par les républicains espagnols qui ont fait un travail fantastique depuis la libération. Et si par hasard, par exemple, vous avez place des Tiercerettes, une plaque en hommage à Jacob Insel, qui était l'adjoint de Yann Gerhardt, qui était l'un des premiers FTP-MOI avec Marcel Langer, tous les deux étaient... C'est là que l'histoire est complexe. Hein. Tous les deux étaient partis en Palestine aussi, se battre avant de se battre en Espagne. Oui, c'est les républicains espagnols qui rendent hommage à Jacob Insel. Du côté des Juifs, il y avait déjà la parole des déportés qu'il fallait mettre enfin, et la résistance, pas trop. Il y a très peu de livres d'ailleurs. Celui-ci rentre dans une historiographie qui est très, très rare. 46, on a un livre de David Knut, mais il cache tous les noms parce que c'est trop tôt. 47, on a un livre de Jacques Lazarus qui, lui, s'intéresse surtout au maquis, donc tous les deux sur l'armée juive. Et les années 80, on a 2-3 livres, Lucien Lazare, Annie Latour, et surtout aux éditions Autrement, l'organisation juive de combat. Et David Diamant n'en parle pas, par exemple. Il parle un peu, mais il parle de toutes les autres aussi. Il évoque toutes les autres organisations. Mais sur l'armée juive spécifiquement, même Lucien Lazare, il parle de la résistance juive et il évoque tous. Et à Toulouse aussi, on avait un groupe bundiste. Mais c'est vrai que David Diamant a fait un beau travail. Il faut piocher dans ce qu'a fait David Diamant. Merci. Oui, la rue du Rempart Saint-Étienne, on pourrait faire
un documentaire, un joli documentaire comme rue Amelot, parce que c'est une rue qui... il y avait 3 choses dans cette rue. Donc il y avait ce 2 rue du Rempart Saint-Étienne, puis le centre communautaire juif qui s'est installé et qui est resté là plus de 20 ans. C'est aujourd'hui un lieu où on vend aux enchères, un lieu de vente aux enchères. Et il y avait une 3e chose, je ne sais plus. Non, je m'étais marié là-bas, c'est tout. C'est ça, 3e chose. Monsieur, s'il vous plaît, donc je vous pose une question, vous m'entendez là? Oui. Au risque d'élargir un peu le champ là, que vous développez, qui est évidemment passionnant, vous dites au fond personne ne s'intéressait aux Juifs, mais est-ce qu'il n'y avait pas des tendances politiques, socialistes, trotskistes? Après tout, Léon regardait peut-être ça d'un œil différent, tout en étant évidemment dans une zone politique évidemment très contradictoire, sans doute. Les francs-maçons, enfin, est-ce qu'il y avait là des choses qui quand même permettaient de s'intéresser? Alors vous parlez pendant la guerre ou après la guerre? Là, dans toute cette période que vous évoquez. Pendant la guerre. Pendant la guerre, la défense des Juifs... alors, bien sûr, il faut nuancer, puisqu'on a les justes, on a les réseaux, je l'ai évoqué, les réseaux de sauvetage, catholiques, protestants, mais au niveau armé, en fait, et c'est dans les témoignages, y compris dans les témoignages des leaders de l'armée secrète du côté de la Montagne Noire, qui sont étonnés de voir des Juifs se battre. Et qui sont étonnés de voir des Juifs se battre aussi bien. Et ils vont écrire après, waouh, c'était fort. Mais c'est-à-dire qu'il y a, et ça j'y insiste beaucoup dans mon intro, dans la préface, c'est-à-dire qu'il y a une vision du Juif qui est celle du Juif avec le livre ou celle de la victime depuis Judas. Et cette vision ou du bouc émissaire, et même chez Hannah Arendt, les parias de la société, etc. Là, non, on n'a pas les parias, on n'a pas les victimes, on n'a pas l'éternel juif errant, on a des juifs qui se battent. Et dans les esprits, ça semble extraordinaire, ça semble étonnant. Et donc, est-ce qu'il y a... et on l'a jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, oui, pendant la guerre, les Juifs qui se battent, ils y sont. On a dans tous les organismes, toutes les organisations de résistance, on a des Juifs. Vous savez, les allées Serge Ravanel, ici, c'était Serge Hacher. Donc, ils sont... Mais à chaque fois, ils apparaissent comme l'exception qui confirmerait la règle. Et alors, je me rappelle, une des premières interventions que j'ai faites auprès des anciens combattants sur l'armée juive, on m'a dit, mais attendez, armée juive pour des juifs, pourquoi vous utilisez le mot armée? Est-ce que c'est pas excessif? Je dis, ben non, ils étaient avec des armes et ça les sidérait en quelque sorte. Enfin, en tout cas, ça les étonnait beaucoup. Donc, après... La préoccupation, chacun avait sa préoccupation pendant la guerre. Donc effectivement, pour les Anglais, ils n'allaient pas provoquer une opération pour sauver un groupe de résistants juifs. Ça ne les concernait pas, comme ils disent. Donc c'est vrai que c'était chacun pour soi, mais on avait du chacun pour soi entre les communistes et les Anglais. Raymond Lévy raconte très bien comment ils sont allés voler des armes à l'armée secrète. Raymond Lévy, c'est l'oncle de l'auteur à succès Marc Lévy, et qui était avec les FTP-MOI. Et c'est avec le père de Marc Lévy, c'était parmi les premiers à être... avec Marcel Langer. Et comment ils sont allés à Castelginest, dans un garage, voler des armes. Donc chacun pour soi, ouais. Chacun pour soi jusqu'en 1944, d'où l'action extrêmement complexe de Jean Moulin ou de François Verdier d'essayer d'unifier tout ça, quoi. Donc chacun pour soi, et les Juifs aussi. Hein, j'ai envie de dire comme les autres, on peut relativiser en disant oui, comme chaque groupe travaille pour soi. Après, c'est peut-être... Est-ce que Lucien Feyman n'a pas fait partie de l'armée juive? Si, il est là. Oui. Il est sur la photo. Tu le connaissais? D'accord. Et en fait, moi, c'est
l'impression que j'ai eue, en tout cas en lisant à la fin, donc il y a des témoignages de descendants de gens qui ont fait partie de l'armée juive, c'est quelque chose qui transparaît, c'est qu'il n'y avait pas du tout une requête, enfin une recherche de reconnaissance particulière ou Non. quoi, ils ont été Oui, assez... et là aussi, c'est classique. Rappelez-vous le documentaire de Moscou. C'est Messieurs bien tranquilles, où il est revenu sur les FTP-MOI, le groupe Marcel Langer. Quelques années après, on a des messieurs bien tranquilles qui ont repris leur travail, qui étaient tailleurs et qui restent tailleurs, etc. Non, après la guerre, on passe à autre chose. Alors, pour l'armée juive, enfin, chacun a sa singularité, hein. La singularité de l'armée juive, c'est que certains d'entre eux se sont engagés avec les forces françaises, sont allés jusqu'à Berlin. Certains d'entre eux ont changé de combat. Et dès 1945, ils rejoignent l'Irgun, où ils vont essayer d'aider l'Irgun pour la création d'un État d'Israël. Et donc, ils vont s'engager. Et si on prend par exemple le chef du groupe franc à Paris, Tony Green, il deviendra ambassadeur d'Israël. Donc, mais ensuite, nos deux leaders, Ariane Fixman est morte, la pauvre, mais nos deux leaders, Lublin et Polonsky, reprennent leur boulot dans l'usine chimique ici. Et une des spécificités aussi qu'on n'a pas encore trop évoquées, qui est très évoquée dans le livre, c'est de faire traverser, entre autres, des frontières à aussi des groupes d'enfants. Ça aussi, ça a été quelque chose de Ouais. délicat. C'est-à-dire que l'armée, enfin, l'art poétique, non, la raison d'être de l'armée juive, c'est d'aider les autres groupes, et dans cette fédération, d'aider les autres groupes là où ils sont défaillants. Pour la Suisse, ça marche très bien. Ils vont les aider quand même, mais ils vont amener des forces vives. Mais surtout après que les deux femmes, Mila Racine et Marianne Cohn, se soient fait arrêter, assassiner de manière horrible, ils vont renouveler les troupes. Mais on a Georges Loinger, et là c'est l'OSE qui s'en occupe, l'œuvre de secours aux enfants, et ça marche très bien. L'Espagne, ça marche très mal. Très très mal. Parce que les conditions de traversée des Pyrénées sont extrêmement difficiles. On a 2000 mètres, on a le froid. Ce sont des gens, alors quand ce sont des soldats entraînés, eh bien pour le réseau Françoise, c'est assez simple. Mais quand ce sont des familles qui doivent passer, c'est très compliqué. Donc là, et puis il faut trouver le chemin le plus sûr. Trouver des passeurs de confiance. Donc c'est là qu'en 1943, on a une famille Reutemann qui va l'armée juive va créer une section spéciale et ils vont trouver un chemin des passeurs de confiance et ils vont finalement presque banaliser un sentier de la liberté. Depuis Toulouse, alors le parcours, c'était on réunit les enfants à Toulouse. À Toulouse, ils dorment dans la maison de Lublin ou de Polonsky. Ils font comme Polonsky, ils font comme ils peuvent. Et ensuite, ils prennent le train jusqu'à Perpignan. Et de Perpignan, ils vont à pied jusqu'en Andorre. Mais il faut que ce soit hyper bien organisé. Si jamais il y a un train annulé et qu'on a un groupe d'enfants qui revient, ça ne se passe pas inaperçu. C'est vraiment un travail d'ingénieur, quoi, un travail de logisticien qui se met en place. Et avec toujours ces femmes, donc Ariane Fixman notamment, qui va aider à ces passages en Espagne. Donc ça, c'est les enfants. Et ça va suppléer, ça va alléger aussi le passage vers la Suisse qui va se compliquer. Et puis on sait après que Franco il avait accepté de recueillir les Juifs, de les mettre en prison ou pas. Il y avait un accord avec Franco. Et ça, c'est Josep Calvet qui l'étudie dans ses livres écrits uniquement en catalan et en castillan. Il montre l'accord avec Franco. Franco accepte les Juifs à condition qu'ils s'en aillent. Et c'est là que l'argent du joint est très utile. Et ça mène à des histoires complètement folles. Il y en a une qui m'a marqué. Alors, j'ai malheureusement pas noté le nom, mais il y en a un qui est une personne qui est professeur d'EPS et vers la Suisse.
Et en fait, Georges Loinger, il est génial. Lui, il fait partie de Lozé. Lozé. Georges Loinger, il est mort à 105 ans, 106 ans. J'en parle aussi dans le livre sur les Justes. Non, Loinger, oui, c'était un prof de PS, effectivement. Il prenait les enfants à Annemasse. Et de Annemasse vers la Suisse, il n'y avait pas de barbelés. Il y avait un grand champ. Et donc, il les amenait. Et il jouait au foot avec eux, et puis il balançait le ballon un peu loin, et 3 à 4 enfants partaient chercher le ballon, et là-bas, il y avait d'autres membres de l'OSE qui recueillaient les enfants, donc il y en avait toujours un peu moins qui revenaient. Voilà. Bon, jusqu'à ce que ça a été vu, et lui-même, il a dû faire partir sa femme et son enfant, parce que ça devenait dangereux. Mais oui, Georges Loinger, ouais. Et après arrive la libération, et là on voit que c'est quand même un réseau qui s'est étendu partout, dans tout le territoire, puisque en fait ils ont été présents, l'armée juive a été présente dans la libération de la plupart des grandes villes françaises quand même. Oui, en tout cas, Paris et Lyon, ils étaient présents. Alors, ils étaient présents à la fois en tant qu'armée, c'est-à-dire qu'ils ont intégré à ce moment-là, pour Paris, ils ont intégré les troupes de Rol-Tanguy, ils ont été très actifs. Enfin, ça m'a beaucoup amusé. J'ai 2 témoignages. L'un, je sais plus, j'ai plus les noms. J'ai 2 témoignages. L'un, c'est le héros qui raconte comment banalement il s'est retrouvé par hasard au moment de l'arrivée de l'armée de l'armée de libération. Il était dedans parce qu'il s'est trompé de route. Et l'autre qui raconte comment, héroïquement, ils ont libéré Paris. Et bon, tout est une question de point de vue. Le fait est qu'ils étaient à Paris. Le fait est que... Alors, il y a des épisodes, notamment un épisode qui a été repris dans le film... La libération de Paris, comment il s'appelle le film Paris brûle-t-il. Ce sont les membres de l'armée juive. Il y a un épisode où il y a un camion plein de dynamite qui vont réussir à ne pas faire sauter, mais il y a un grand suspense dans le film. Et c'était l'armée juive qui a, en tout cas c'est ce qu'il raconte. Mais là aussi je prends mes précautions, j'ai pas de preuves, donc je dis bien que c'est un témoignage, mais qui a empêché qu'on fasse exploser ce camion. Auquel cas, parce que personne ne savait qu'il avait de la dynamite dedans, auquel cas, ça aurait anticipé sur des années après, puisqu'il était juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. Et alors, voilà. Mais donc, beaucoup d'épisodes. Et Lyon aussi. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Je pense qu'on peut tous remercier Maurice Lugassi. Merci. Merci à vous d'être venus. Le livre est disponible à l'entrée de la librairie. Il nous reste un petit quart d'heure si vous voulez le faire encore dédicacé ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.